Bonjour. Donc effectivement, on va avec Elodie vous parler un petit peu du concept à la fois du musée et puis de son mode de fonctionnement. Donc pour ma partie, au sein de l'association Monique Teneur, eh bien c'est assez impossible de ne pas, c'est un peu incontournable de ne pas commencer à vous parler de notre association sans parler de la personne dont vient le nom, donc la personne de Monique Teneur, parce que son objectif de vie s'incarne avec le musée de plein air qu'on va vous présenter. C'était son grand défi qu'elle a mené à bien, je vais vous en parler. Et puis aussi parce que son parcours professionnel et ce qu'elle a fait avec le musée, ça reflète un petit peu les sensibilités, certaines prises de conscience envers le patrimoine rural, son intérêt et la valorisation. Donc je vais vous raconter un petit peu ces choses-là. Qui connaît le musée de plein air ici? C'est bien. Ça, c'est un magnifique taux de main levée. Bravo. Donc je reviens un petit peu sur Monique Teneur. Je vous l'ai dit, donc une femme vraiment visionnaire qui a donc déployé une énergie et une passion pour créer ce lieu de sauvegarde, de valorisation et de transmission du patrimoine rural. Alors au départ, Monique Teneur, son premier cheval de bataille, c'est le tourisme. Elle voulait dire en fait que le Nord qui avait dans les années 70 par exemple une image pour le tourisme encore à bâtir, elle voulait dire que le tourisme dans le Nord ça ne concerne pas que les grandes villes, certaines grandes places, les stations balnéaires, le tout air de l'eau, c'est pas ça la richesse du territoire. Pour elle, la richesse, on va la retrouver à travers tout le territoire, et notamment à travers le monde rural. Donc elle refuse cette fatalité d'une image négative pour le Nord et elle veut dire dans le Nord, il y a des belles choses à voir. Et ça, c'est au sein des territoires. Il y a une véritable de richesse, car dans ces territoires-là, dans cette architecture traditionnelle, hein, c'est ce que vous disiez par rapport aux matériaux, ce genre de choses, eh bien, il y a des raisons d'être. Telle maison est construite avec tel matériau à tel endroit, selon les matériaux disponibles, selon ce qu'on va en faire, selon les besoins. Et donc tout ça a un sens, une richesse, tout ça raconte la vie des occupants, et donc c'est important de le valoriser. Donc voilà, sa première volonté, c'est de dire il y a des choses intéressantes à le voir, et donc ça va se matérialiser par des parutions. Donc je l'ai vu sur la table là-bas, c'est très bien, des parutions autour de vraiment du bâti traditionnel vernaculaire du Nord, et des premiers guides touristiques, mais vraiment orientés sur l'intérieur des territoires. Et également des portraits très intéressants en fait, qui ont été faits d'artisans, alors des anciens métiers, des bourreliers, des tonneliers, vraiment des interviews d'artisans comme ça, et qui ont permis d'un petit peu de donner une consistance et de recenser un petit peu tout ce patrimoine et cette culture. Donc tout ça, ça va aboutir pour elle en fait à un métier, parce qu'elle va devenir la directrice du comité départemental de tourisme. Et au sein de cette activité, elle va avoir l'occasion d'être sur le terrain et de constater au travers de certaines visites le délabrement, voire la disparition d'éléments de patrimoine ruraux de manière très rapide. D'une année à l'autre, elle pouvait avoir vu une chaumière s'écrouler, ce genre de choses. Et donc ça, c'est un constat qu'elle va faire. Et face à ce constat, elle va créer une première association dans les années 80 pour sensibiliser à la fois les particuliers, mais également les élus, à la nécessité de sauvegarder des éléments de patrimoine ruraux. Et il va y avoir un déclic, parce qu'au-delà de cette sensibilisation, il y a eu le besoin de passer à l'action. Et donc le déclic va s'opérer par deux moyens. La première chose, c'est la redécouverte du modèle des musées de plein air, donc qui est un concept généralisé à l'échelle mondiale, mais qui est assez peu représenté en France. Et donc le modèle scandinave qui initié à Skansen en 1891, de trouver une terre d'accueil pour des bâtiments condamnés à disparaître, ou alors pour qu'ils représentent un terrain, va être pris, et Monique Teneur va penser à ça pour que ça soit une solution pour sauver des éléments dans le nord de la France de patrimoine.
Et très concrètement, il y a cette maison-là que vous voyez ici, qui vient de Tillemeland, qui en 1985 est frappée d'alignement et doit être détruite. Et c'est à partir de là que Monique Teneur va récupérer les bois. Elle ne sait pas encore où elle va les mettre, mais elle récupère les bois et puis l'aventure commence comme ça. Alors, en quelques instants, ça va être compliqué de bien d'expliquer le musée de plein air, de ce que c'est ce concept. Je vous l'ai dit, c'est un concept large qui n'est pas spécifique au site de Villeneuve d'Ascq, mais on prend souvent cette comparaison-là pour aller assez vite. C'est que globalement, dans un musée classique, on observe un tableau. Dans un musée de plein air, on entre directement à l'intérieur du tableau. Alors, pourquoi cette approche? C'est parce que le bâtiment ne peut pas être dissocié de son milieu traditionnel et dans une fusion avec son environnement. Et donc, on va inclure tout ce qui fait l'environnement d'un bâtiment pour le retranscrire au mieux. Donc, sauver le bâtiment ne suffit pas. L'objectif vise donc à recréer l'écosystème autour du bâtiment. Et ça, je pense que Elodie un peu plus tout à l'heure, parce qu'au-delà du remontage d'un bâtiment, eh bien, on va recréer un environnement paysager, on va présenter des métiers traditionnels associés à ces bâtiments, la faune, la flore, pour avoir quelque chose d'assez vivant. Et c'est ces différentes caractéristiques qui font le concept de musée de plein air. Alors, quelques mots sur la création du musée. Donc, il y a une partie associative vraiment portée par l'association Monique Teneur entre 1992 et 2005, et puis une nouvelle phase qui s'enclenche après 2005, dont va parler Elodie. Là, je vous dis quelques mots sur cette première étape pionnière, parce que c'est une aventure assez folle quand même. C'est vraiment une initiative à la base qui est portée donc par Monique Teneur. Et elle va pas bâtir ce site naturellement toute seule. Et là, c'est vraiment un trait caractéristique de sa personnalité que d'être convaincante. Pour la blague, j'appelais ça le réseau Carbonade. En fait, elle avait l'habitude d'inviter à Lille des décideurs, des politiques, des gens pouvant œuvrer ou avoir un impact et de leur faire à manger une carbonade. Et donc, apparemment, elle savait bien cuisiner parce que ça a plutôt bien marché. Elle a réussi à nourrir des partenariats assez originaux. Donc, je pense qu'elle a frappé un peu à toutes les portes possibles. Vous me confirmez, madame? Oui. Elle a été voir vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui était impliqué et donc elle a mobilisé certains partenariats, comme un partenariat ministère des Armées, ministère de la Culture avec le 43e régiment de Lille qui a donc démonté, remonté des bâtiments, avec un tutorat qui a été fait par le musée de plein air de Bottrich en Belgique, avec, là c'est très important, le soutien crucial de grandes entreprises, de familles, de mécènes de la région qui ont permis de financer ces premiers montages, l'énergie club de bénévoles, l'application d'organismes d'insertion, les compagnons du devoir, école d'architecture. Enfin, il y a eu pléthore d'acteurs qui sont venus lancer cette aventure. Et voilà, donc le musée, c'est vraiment une œuvre collective, mais bien portée par cette petite dame qui était Monique Teneur et qui a su donc lancer ce projet et le concrétiser. Vous avez quelques images ici, par exemple les militaires sur la gauche en train de démonter une maison qu'on voit également. Vous avez Monique Teneur en bleu au premier plan avec des étudiants de l'école d'architecture, il me semble, en haut à droite de l'école d'archi. En bas à droite, c'est un jeune, je pense, avec FCP, Formation Culture et Insertion, donc un organisme d'insertion qui travaille avec nous et avec la métropole de Lille depuis 1995 au sein de ce qu'on appelle le chantier permanent. Et donc, entre 92 et 2007, l'ouverture officielle du site, il va y avoir 15 à 20 bâtiments qui vont être donc sauvés d'une disparition in situ. Et jamais un bâtiment qui était en bon état, on va dire, avant d'être démonté, qui se retrouve implanté au musée plein air pour représenter à la fois le territoire d'origine et l'activité liée au bâtiment.
Mais ça ne s'est pas arrêté avec le décès de Mme Tenner qui va intervenir en 2008. L'association a évolué, a commencé à créer un partenariat, je vais décrire avec Elodie dans quelques instants, a créé un partenariat qui a permis de continuer en s'adaptant et à créer des nouveaux projets. Et je pense qu'on est un des rares musées de plein air en France, oui, et européen, à continuer à démonter et à remonter des bâtiments. Donc là, ces dernières années, on a notamment le cas du moulin de Vaudricourt qui vient de la Somme. Il y a Vaudricourt dans le Pas-de-Calais également, Vaudricourt de la Somme. Et là, on est en train de remonter la grange de Quadipre qui vient donc des Flandres. Et donc la charpente, on a terminé la charpente la semaine dernière et on attaque les torchiettes, ouverture la semaine prochaine. Et donc c'est un bâtiment qui sera terminé à la fin de l'année et que je vous invite à venir voir au musée de plein air. Alors, juste un mot également, donc ça, c'est la partie remontage de l'association, c'est l'action la plus visible, hein, c'est ce qu'on voit, mais on a également globalement une volonté de valorisation et de partage de cette richesse qui est le patrimoine rural. Et on a notamment initié certaines manières de communiquer, de partager avec les autres acteurs et avec les habitants, nos adhérents, et notamment ce qu'on avait pu faire avec le CAUE, avec Christophe autour du forum des acteurs du patrimoine, essayer de trouver des moyens de valoriser au mieux et de partager avec les différents acteurs notre volonté de valoriser cette culture. Je vais passer la main à Elodie dans un instant. Je voulais juste te dire que la continuité qui a pu se faire avec ce projet associatif, hein, parfois les projets associatifs existent et puis s'essoufflent, c'est parfois compliqué. Là, il y a eu quand même un tour de force réalisé au milieu des années 2000. Le président de l'époque pour l'association, c'était Bruno Bonduel, qui a réussi avec les décideurs, avec Pierre Mauroy, à trouver une solution pour donner une pérennité, pour adosser à cet élan associatif une structure publique avec ce qui va devenir la métropole européenne de Lille et qui va permettre le fonctionnement actuel dans lequel où naturellement la métropole assure une grande partie des responsabilités du site, de l'accueil, de l'entretien, de l'accueil des groupes, mais en collaboration avec nous, associations, qui portons ces projets de remontage et de valorisation du patrimoine dans une volonté commune de partager des connaissances, des appétences. Chacun fait ce qu'il sait faire et essaie ensemble de s'entraider pour un intérêt commun, c'est-à-dire valoriser le patrimoine et puis offrir un lieu de tourisme, parce que c'était ce que voulait Madame Tenner, hein, au final, on valorise le patrimoine par le biais d'un outil touristique et je pense qu'elle a plutôt bien réussi son affaire. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Elodie. Bonjour à tous. Oui, donc en 2007, on a une convention finalement qui va lier la métropole européenne de Lille, qui était propriétaire du terrain sur lequel avait démarré en tout cas le musée de plein air, et l'association fondatrice qui a conservé ses missions principales, donc de sauvegarde, de valorisation et de transmission du patrimoine bâti. Des collections, puisque à l'intérieur de ces bâtiments, on a également des collections avec une muséographie dont les objets sont récupérés par l'association, et puis leur conseil ethnographique qui nous sert au quotidien, à la fois dans l'accueil du public, dans les médiations, et aussi pour construire cette muséographie. Donc en 2007, c'est l'intégration à la métropole européenne de Lille, qui n'est pas forcément une des compétences phares, en tout cas, de la communauté urbaine à l'époque, puisque la métropole, c'est en 2015. Et donc, il est décidé de confier la gestion de ce musée à un syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole, qui gérait déjà à l'époque plusieurs structures culturelles, notamment les jardins mosaïques à Houpla-en-Couanne, qui sont intégrés au sein d'un parc naturel, le parc de la Deule, qui est à l'origine de ce syndicat mixte. On avait également la base des Prés du M au niveau du territoire Val de Lys, Basse Deule.
il y avait les espaces naturels sur le Val-de-Marque et le musée de plein air étant justement à l'entrée de cet espace naturel, c'est tout naturellement que la communauté a proposé au syndicat mixte de reprendre en gestion ce site. Et donc aujourd'hui, ce qui a permis, c'est une force finalement, cette intégration aux espaces naturels. Certes, le statut de musée peut être paradoxal avec l'idée d'intégrer un syndicat mixte d'espaces naturels. Le musée aurait très bien pu être intégré à la communauté urbaine au sein de la direction plutôt culture-tourisme. Mais finalement, ça nous a quand même permis d'avoir une belle visibilité dès l'ouverture au public en intégrant un réseau, celui des espaces naturels. Aujourd'hui, on a une fréquentation de 75 000 visiteurs par an, sous-entendu par an. Le musée n'est ouvert que 6 mois de l'année, donc d'avril à fin octobre. Donc ça représente, sur 6 mois de temps, ça représente une fréquentation qui est vraiment très, très importante. Depuis son ouverture, on est sur une augmentation de 10 à 15% par an. Donc je pense que c'est vraiment une force d'être intégré au sein de ces espaces naturels. Mais pour autant, ça reste un musée. Et donc, depuis 2007, on poursuit le projet de l'association et on fait du musée un conservatoire du patrimoine rural régional. Donc, par la conservation du patrimoine bâti, aujourd'hui, on a 23 bâtiments qui ont été ainsi sauvés de la démolition. Ces 23 bâtiments, en fait, ont été remis par l'association, on peut le dire, à l'euro symbolique, finalement, à la métropole, contre bon soin. Donc, charge à nous, aujourd'hui, les équipes du musée de plein air, d'entretenir ces bâtiments en bon état afin de continuer leur valorisation, et surtout de pouvoir les transmettre aux générations futures. Comme le disait Thibault, finalement, le fait de ne pouvoir conserver ces bâtiments in situ et de les délocaliser a entraîné forcément une obligation, en quelque sorte, de reconstituer leur environnement d'origine. Et donc, le musée se positionne aujourd'hui comme un conservatoire de la faune, de la flore. Donc, on conserve les animaux de race régionale, mais également les potagers, les vergers. On a, depuis l'année dernière, obtenu, avec un travail avec le Centre régional de ressources génétiques, le label de conservatoire des légumes potagers anciens. Donc ça, c'est pour la partie vraiment conservation, on va dire l'axe principal du musée de plein air. Mais sa deuxième grande vocation, finalement, c'est aussi la transmission des savoir-faire et des métiers d'antan. Donc ces bâtiments sont occupés en grande partie aujourd'hui par une dizaine d'artisans qui ont leur atelier à demeure. Et puis, dans ces différents rôles, alors ça, c'est quelque chose qui nous vient aussi de Monique Teneur. Elle avait la volonté de créer un musée, mais un musée vivant et non pas un musée vitrine, où l'on passe finalement d'un bâtiment à l'autre de façon un peu contemplative. Et donc, on a un musée qui est en immersion, qui est interactif, où le visiteur est vraiment acteur de sa visite. C'est-à-dire qu'au musée de plein air, il y a très peu de barrières ou de cordes, sauf pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais on a vraiment une manipulation possible. On peut toucher les objets, on peut s'approcher au plus près. Et donc, ça fait partie de l'immersion. Et ça, dans notre façon, justement, de transmettre, c'est un point qui est très important. Et puis le service, alors les animations sont au service de la valorisation de la vie rurale, donc dans ce musée immersif, à la fois pour les groupes scolaires la semaine, mais aussi pour nos particuliers. Et puis le musée fait tout simplement le lien avec le présent et il interroge et il questionne sur nos sociétés contemporaines. Alors justement, au niveau des bâtiments, on a une collection de 23 bâtiments. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de pouvoir les entretenir. Alors, depuis quelques années, on s'est lancé, suite à quelques désordres, dans une étude de l'état sanitaire de nos bâtiments qui, avec l'aide d'un architecte du patrimoine, avec l'aide d'entreprises, notamment pour le sondage des charpentes, et qui nous entraîne dans une reprise des premiers bâtiments qui ont été reconstruits par l'association. Et donc, on a un plan pluriannuel de
d'entretien de ces bâtiments qui a été lancé et qui se terminera d'ici 2030. L'idée, c'est de reprendre chaque bâtiment, non pas en fonction des désordres que l'on peut observer, mais vraiment de reprendre l'intégralité du bâtiment, de faire des recherches historiques aussi sur le bâtiment tel qu'il était à l'origine, la façon dont il a été reconstruit sur le site pour pouvoir le reprendre dans sa globalité. Au niveau du fonctionnement, on fait à la fois l'appel à nos entreprises, donc en marché public, des partenaires tels que Formation, Culture, Prévention. Alors ça, c'est un partenaire donc historique qui a démarré dès la jeunesse du musée avec l'association Monique Teneur, qui continue à travailler aujourd'hui à nos côtés dans l'entretien, mais aussi dans les nouveaux remontages de bâtiments. Et c'est une association qui intervient auprès de jeunes pour la réinsertion en transmettant des savoir-faire. Nos services en interne au niveau de l'AMEL, que ce soit le charpentier, les électriciens, on a également une régie de travaux. On essaie de multiplier de plus en plus les partenariats pour revenir sur cette idée de transmission et d'un musée qui soit un peu un musée fabrique, un laboratoire. Et donc on a un chantier notamment en 2026 qui participera à la restauration d'une petite chapelle avec l'Université des Compagnons d'Arras. Et dans les années à venir, on recherche justement de nouveaux chantiers écoles dans le but de transmettre et pourquoi pas d'avoir des chantiers participatifs. On parlait tout à l'heure justement de chantiers, de territoires, d'inclure aussi les habitants du territoire. Donc ça peut être aussi une voie envisagée pour les prochains chantiers. Les animaux, donc on est aussi dans de la conservation d'animaux de race régionale en voie de disparition. Et là, on travaille avec l'association Animavia, qui est propriétaire du cheptel, et le Centre régional de ressources génétiques. L'idée, c'est de pouvoir remettre dans les cheptels les naissances, tout simplement, pour que puissent perdurer ces races. Là, dans les années à venir, on s'interroge sur notre positionnement et les actions que l'on peut mener en faveur de cette transmission et de cette conservation, et pourquoi pas participer justement davantage à la valorisation et notamment des races avicoles. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la plupart de nos bâtiments sont occupés par des artisans. Alors les artisans finalement ont une double vocation chez nous. Ils permettent d'illustrer finalement la transmission des savoir-faire et des métiers d'antan. Ce ne sont pas des salariés de la métropole, ce sont vraiment des artisans. Donc voilà, c'est le métier principal qui, à 90%, n'ont que cet atelier au musée de plein air. Donc ils y sont vraiment présents toute l'année et pas uniquement sur la période d'ouverture au public. Et puis, c'est une force en termes de transmission et au niveau d'accueil du public. Ils réalisent notamment beaucoup de médiation et de petits rendez-vous artisans où justement on a cette complémentarité avec les guides et animateurs du musée, justement pour expliquer leur métier. Donc là, on a 11 artisans, vous voyez, qui sont vraiment sur des savoir-faire très diverses, un bourrelier, un brasseur qui s'est installé récemment, un tourneur sur bois. On a une association de forgerons pour la ferronnerie, avec un ferronnier d'art également, une céramiste, un canneur, un ébéniste, une vannière. Le petit dernier, c'est le tisserand qui s'est installé cette année. On a également 2 meuniers pour faire fonctionner notre moulin, donc qui a été remonté en 2019 par l'association. Et également une transformatrice de plantes. Voilà, un panel assez important et représentatif des différents domaines du musée. En termes d'accueil de public, on a fait le choix d'une programmation quotidienne. Alors, on accueille énormément de scolaires, mais en plus, pour le public individuel, on souhaitait avoir une programmation qui soit particulière, qui soit courte également. Les visites guidées sur 1 heure et demie, voilà, en pleine semaine, c'était pas forcément le bon credo.
Donc, on essaie de multiplier plutôt les petits rendez-vous et de proposer une animation différente, soit le rendez-vous animaux, rendez-vous avec un artisan, un petit atelier, l'école d'antan. Et voilà, donc chaque heure, on a un départ d'une petite animation courte qui peut être très différente ou une journée complète. Par exemple, le mercredi au musée, on part du moulin au fournil, puisqu'on a la chance d'avoir des meuniers pour le moulin et un boulanger au fournil. On a une plantation de blé de variété ancienne en partenariat avec le Centre régional de ressources génétiques. Et donc, on propose aux visiteurs de faire la boucle comme ça du blé et ça tient sur toute une journée. Donc ça, c'est le type de programme que l'on peut mettre à disposition du public individuel. Et puis le musée s'intégrant dans les espaces naturels de la Melle, on a également une programmation qui est plutôt événementielle, puisque c'est aussi ce que recherche finalement le public aujourd'hui. C'est une programmation événementielle, festive et culturelle, sur laquelle finalement on vient s'appuyer pour faire entrer les notions de patrimoine, de sauvegarde et de culture. Donc on a l'agenda de l'explorateur qui sort chaque année et qui reprend les différents événements des sites des espaces naturels. Alors concernant le musée, on a des événements chaque week-end qui reprennent les grandes thématiques du musée, soit sur la tradition ou la nature au musée ou encore le patrimoine. Là, vous avez une illustration au niveau de la tradition où on a la géante fête. Ce sera ce week-end au musée de plein air. Et donc, on reprend aussi tout ce qui est coutume et folklore de notre région. Et donc là, par le biais de la tradition des géants. On a de gros événements également. On a quasiment un gros événement par an. Donc vous voyez qui draine un public assez important et qui mêle à la fois transmission, connaissance et également spectacle, atelier pour le grand public. Et des occurrences chaque samedi, puisque là aussi on s'est rendu compte qu'on avait un petit biais au niveau des samedis. Et donc on a une programmation qui est aussi diverse, qui est en lien aussi avec nos programmes. Par exemple, les premiers samedis du mois, on a un marché de producteurs qui est en lien avec le potager conservatoire, les balades à poney en lien avec les animaux. Voilà, on a tout un roulement qui a été mis en place et les conférences tous les troisièmes samedis du mois que l'on mène en partenariat notamment avec l'association. Thibaut assure plusieurs de ces conférences, soit sur une thématique du monde rural ou sur la présentation de l'un de nos bâtiments. Ça, c'est pour la partie plutôt publique, festive et événementielle. Ensuite, parallèlement à ça, on accueille donc les groupes. La partie groupe, qu'elle soit scolaire, centre de loisirs, adultes ou anniversaire, sur les 75 000 visiteurs, ça représente environ 10 000 visiteurs par an. Donc c'est une part qui est quand même assez importante et qui est principalement positionnée donc, entre avril et juillet. Et puis, alors, le musée est actuellement en réflexion sur son avenir. Donc, l'ouverture du musée en 2007, finalement, on va fêter nos 20 ans en juin 2027. Au bout de 20 ans, voilà, on avait à cœur de pouvoir se poser et d'écrire finalement le bilan du musée de plein air et aussi d'écrire les prochaines orientations pour les prochaines années à venir. Et donc, on rédige actuellement le projet scientifique et culturel du musée de plein air. Donc, on le co-rédige, notamment avec Thibaut au niveau de l'association, avec des orientations que l'on a déjà envisagées, notamment renforcer le propos scientifique du musée. Donc on l'a vu, on a le côté espace naturel, un peu loisir, tourisme. Alors c'est ce qui nous fait avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété, avec des chiffres de fréquentation qui sont corrects, mais en même temps on est un peu frustré du côté scientifique qui passe un peu à la trappe sur ces week-ends, et on aimerait accentuer la sensibilisation aux visiteurs, notamment sur ces week-ends d'animation, et que le musée
de plein air ne soit pas uniquement associé au festin des chevaliers ou à la fête de la sorcière. Et donc on aimerait non pas revenir sur le côté attractif et touristique, puisque c'est un pan important du musée de plein air, mais essayer de revenir à un équilibre et aux fondamentaux et à la jeunesse finalement de ce musée en accentuant le propos scientifique. Pour cela, on va approfondir aussi les connaissances que l'on a, à la fois sur nos bâtiments, sur nos collections, afin de pouvoir créer des parcours de visite et avoir quelque chose qui soit interactif pour les visiteurs et notamment pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps. Finalement, on se rend compte que les visiteurs qui reviennent régulièrement ne visitent plus forcément les bâtiments et vont directement au lieu d'animation. Donc là, la réflexion qui est en cours, c'est de se poser la question des parcours de visite et comment finalement on invite le visiteur qui connaît parfaitement le musée de plein air à revenir à l'intérieur des bâtiments et à le découvrir peut-être sous d'autres formes. On parlait de visites insolites tout à l'heure, c'est peut-être les ramener sur des petits éléments de l'architecture qui finalement finissent par passer inaperçus quand on vient régulièrement. Et donc on essaie de travailler également ces éléments, donc en renouvellement de la muséographie. Approfondir la connaissance des publics. On parle de parcours de visiteurs. Pour travailler au mieux un parcours visiteur, il faut connaître son public pour justement les adapter au mieux. Donc ça sera également un enjeu pour les années à venir. Et on a une réelle volonté et nécessité aussi de mieux connecter le musée de plein air à son territoire, puisque le musée est au bord de la chaîne des lacs du Val-de-Marque. Voilà, c'est un espace naturel qui est très connu au niveau de Villeneuve-d'Ascq et des alentours. Et pour autant, la présence du musée de plein air juste sur le bord du lac, finalement, est méconnue, où on est souvent un peu mélangé entre Asnapio, la ferme du terroir, puisque la chaîne des lacs a aussi cette particularité de réunir de nombreux musées, à la fois de la métropole et de la ville. Donc là, on est en échange, on va dire, avec les musées de la ville pour essayer de créer des offres touristiques, de rapporter un peu de visibilité et pourquoi pas de créer un parcours autour de cette chaîne des lacs, un parcours qui permettrait de découvrir les différents musées. Voilà pour les projets de développement du musée. Et là, vous retrouvez la bibliographie et les ouvrages qui vous permettent d'illustrer les propos et la présentation depuis la jeunesse du musée, les œuvres qui ont été rédigées par Monique Teneur. Merci. Merci beaucoup, Élodie.